Il y a quelques semaines, un jeudi matin ordinaire, je me trouvais au milieu de notre routine quotidienne, préparant nos 2 enfants pour l'école à 7h30. La tranquillité de notre matinée a été momentanément interrompue par la sonnerie du téléphone. Je n'ai pu m'empêcher de ressentir un élan de curiosité à l'égard de l'appelant matinal. Un code régional inconnu sur l'identification de l'appelant a renforcé mon intrigue. Prudemment, j'ai décroché le téléphone et l'ai porté à mon oreille. À accent grave, ma grande surprise, la voix au bout du fil était celle de Claire, ma femme. Je n'ai pas pu m'empêcher de me demander pourquoi elle m'appelait si peu de temps après notre conversation de la veille. Claire travaille pour une petite société de marketing et son appel a immédiatement attiré mon attention. Moi, je m'occupe de nos enfants et je travaille à la maison, tandis qu'elle est toujours en mouvement, employée par une imprimerie au cœur de notre ville. Malgré nos horaires divergents, notre arrangement avait fonctionné, nous permettant de gagner confortablement notre vie. Nous habitions une maison de banlieue confortable avec 4 chambres et une piscine, et nous avions la chance d'avoir un large cercle d'amis. Claire m'a informé que son sac à main avait été volé la nuit précédente alors qu'elle était allée chercher un journal dans le hall de l'hôtel. Elle a demandé l'annulation immédiate de nos cartes de crédit et l'émission urgente de nouvelles cartes. Claire m'a assuré qu'elle avait déjà informé sa patronne, Joy, qui se chargerait d'envoyer de nouvelles cartes American Express pendant la nuit, afin qu'elle les ait avant son départ le lendemain. Joy a également proposé de transférer des fonds pour aider Claire à surmonter cette épreuve. Claire avait l'air affligée en racontant l'histoire, exprimant sa surprise face à son propre manque de jugement. Ma femme a expliqué qu'elle avait été un peu distraite et qu'elle avait laissé son sac à main à la caisse pendant qu'elle allait chercher de la lecture. À son retour, le sac avait disparu et la caissière a affirmé qu'elle était préoccupée par un autre client et qu'elle n'avait pas remarqué d'activité inhabituelle. Claire a également indiqué que son permis de conduire se trouvait dans le sac à main volé et que le personnel de l'hôtel avait entamé des recherches dans les bennes à ordures voisines, dans l'espoir de le retrouver. Elle s'est inquiétée de ne pas pouvoir compter sur un taxi pour se rendre à ses rendez-vous ce jour-là. J'ai assuré Claire que je m'occuperais rapidement des annulations de cartes de crédit et je me suis excusé pour sa négligence. Elle a exprimé l'espoir qu'à part les quelques $1,200 que contenait son portefeuille, il n'y aurait pas de dépenses supplémentaires. Nous pourrions remplacer progressivement les autres cartes. Heureusement, la plupart de ses produits de maquillage se trouvaient encore dans la chambre, ce qui lui a permis de se préparer pour sa présentation du matin. Claire s'est également enquise du bien-être de nos enfants et a évoqué les moments où nous étions tous ensemble. Je me suis souvenu des événements survenus il y a environ 6 semaines, lorsque j'avais réussi à annuler les cartes de crédit avant que des dépenses non autorisées ne soient effectuées. Cependant, le portefeuille contenant son permis de conduire et d'autres objets non liés aux cartes de crédit n'avait pas été retrouvé, mais j'avais mis cette préoccupation de côté. La vie a continué comme d'habitude, mais je suis récemment tombé sur un relevé du compte Fidelity de Claire, où elle gérait un fonds d'investissement distinct de l'héritage qu'elle avait reçu après l'accident tragique de ses parents il y a quelques années. Bien que j'ai toujours respecté sa vie privée concernant ce compte, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que l'héritage, qui s'élevait à environ $350 000 après le décès de ses parents, avait atteint plus de $400 000. En parcourant le relevé, un retrait de $3 000 effectué il y a environ 6 semaines a attiré mon attention. Ma curiosité a été piquée. Ce qui m'a incité à fouiller davantage dans son compte monétaire. À mon grand étonnement, j'ai découvert un chèque important fait à une bijouterie locale quelques jours seulement après le vol de son sac à main. Claire n'avait jamais mentionné l'achat de bijoux pour elle-même, et c'était un mystère pour moi, car nous n'avions jamais discuté d'un tel achat. Bien qu'elle ait un frère, je ne comprenais pas pourquoi il aurait besoin d'un cadeau de $3 000. Après avoir réfléchi, je me suis tourné vers l'ordinateur et j'ai consulté le site web de la bijouterie. J'ai noté leur numéro de téléphone pour me renseigner davantage et je l'ai composé. Une femme s'est présentée comme représentante du magasin et m'a demandé comment elle pouvait m'aider après m'avoir donné mon nom et des détails sur la transaction pour laquelle je souhaitais obtenir des informations. J'ai expliqué que nous avions rencontré un problème lors de l'achat et que nous nous demandions s'il existait une garantie du magasin. La femme a recherché la transaction sur son ordinateur et m'a demandé quelle était la nature du problème avec les bagues.
J'ai été momentanément perplexe, me demandant quel type de bague Claire avait pu acheter. La femme au téléphone s'est empressée de préciser « Oh, je me souviens de cet achat ». Lors de sa visite dans notre magasin, elle était visiblement bouleversée et a mentionné qu'on lui avait volé sa bague de mariage et sa bague de fiançailles. Elle souhaitait les remplacer, ce qui s'est avéré être un véritable défi. Pendant que nous cherchions des solutions appropriées, elle a utilisé la carte de crédit de l'entreprise comme garantie et nous a ensuite envoyé un chèque pour couvrir les frais. Ma perplexité grandit. Claire avait parlé de remplacer ses bagues, mais elle n'avait jamais mentionné leur perte, se contentant d'évoquer le vol de son sac à main. Je lui ai fait part de mon besoin d'en discuter avec Claire avant de prendre d'autres décisions et je lui ai dit au revoir. En raccrochant le téléphone, j'ai été confronté à une constatation déconcertante. Les bagues auraient dû se trouver dans le sac à main de Claire lorsqu'il a été volé, mais pourquoi les aurait-elle transportées dans son sac à main si elle n'avait pas l'intention de dissimuler son état civil aux autres? Je ne me souvenais d'aucune contrainte professionnelle liée à la révélation de son état civil, mais l'idée qu'elle puisse envisager une liaison extra-conjugale alors qu'elle est loin de chez elle m'a noué l'estomac. Nous étions mariés depuis 11 ans et avions 2 merveilleux enfants, Jérémy et Mélissa. Notre mariage semblait irréprochable et notre famille paraissait parfaite. Les voyages d'affaires mensuels de Claire faisaient partie de notre vie, mais l'idée d'une infidélité commençait à jeter une ombre de doute et d'incertitude sur notre relation autrefois solide. La perte des bagues l'a manifestement profondément affectée, ce qui l'a poussé à chercher des bagues de remplacement qui ressemblent beaucoup aux originales. J'avais acheté ces bagues avec mes modestes revenus, et la fabrication d'une réplique proche n'était donc pas trop coûteuse. Elle aurait pu déclarer la perte à la compagnie d'assurance, mais j'aurais probablement découvert si son sac à main avait vraiment été volé à l'hôtel. Le signaler aurait été la meilleure chose à faire. Je n'ai pas pu m'empêcher de me demander ce qu'elle prétendait avoir perdu. J'ai donc cherché le numéro de contact de l'hôtel et me suis renseigné sur l'existence d'un dossier relatif au vol des effets personnels de ma femme. À ma grande surprise, l'hôtel a confirmé qu'il disposait d'un compte rendu écrit de l'incident. J'en ai demandé une copie, qui m'a été envoyée rapidement. Le rapport a été rédigé et signé par Claire elle-même, qui y mentionne que son sac à main a été volé alors qu'elle dansait dans la salle. Elle avait laissé son sac à main dans la cabine où elle était assise et, à son retour, il avait disparu. Ce qui était particulièrement frappant. C'était la note explicite de Claire sur son hésitation à impliquer la police. Alors que j'absorbais ces informations, mon esprit s'est emballé face aux implications de ce que j'avais découvert. Non seulement elle avait dissimulé la vérité sur les bagues volées, mais elle avait aussi inventé une histoire de vol à l'étalage. Bien qu'il puisse y avoir une autre explication, mon esprit n'arrivait pas à trouver autre chose que les pensées troublantes qui tourbillonnaient dans ma tête. Il devenait évident que je devais découvrir la signification de la perte de ces bagues, sans quoi elle occuperait constamment mes pensées et me conduirait à la folie. Une chose devenait de plus en plus évidente, ces bagues se trouvaient dans son sac à main lorsqu'elle dansait avec un inconnu. Plusieurs semaines s'étaient écoulées depuis l'incident, et elle était sur le point d'entreprendre un autre voyage dans quelques jours. Je me suis rendu compte que je devais recueillir plus de détails sur le programme de son prochain voyage. Je voulais comprendre ce qu'elle faisait habituellement le soir en dehors de la maison. Si elle avait des relations avec d'autres hommes, la perte des bagues avait peut-être servi de signal d'alarme, l'incitant à revoir son comportement. Je savais que si je découvrais son infidélité, cela signifierait probablement la fin de notre mariage, mais je redoutais de penser à l'impact que cela pourrait avoir sur nos enfants. Elle était sans aucun doute une excellente mère, mais je ne pouvais supporter l'idée qu'elle ait la garde des enfants, surtout avec ses fréquents voyages d'affaires. Mon esprit se mettait à courir désespérément, à la recherche de tout indice susceptible de faire la lumière sur sa fidélité. Quelles autres informations pouvaient suggérer ses actions pendant ses voyages? A-t-elle eu des rapports non protégés ou insisté sur l'utilisation de contraceptifs? J'ai supposé qu'elle opterait pour la protection parce qu'elle ne voulait pas risquer de ramener des infections à la maison ou la possibilité d'une grossesse non désirée. Après tout, j'ai subi une vasectomie après la naissance de notre deuxième enfant, rendant toute grossesse impossible. Elle ne pouvait pas compter sur les hommes qu'elle rencontrait pour se protéger,
elle devait donc avoir sa propre réserve. Une question subsiste, où les conservait-elle? Il était peu probable qu'elle les stocke chez nous ou dans la voiture, et le bureau semblait être l'endroit le plus probable. Elle les emportait probablement avec elle lors de ses voyages d'affaires. Je savais qu'elle transportait ses documents de travail, son ordinateur portable et son matériel de présentation dans une grande mallette qu'elle gardait dans son bureau. Mais si elle devait prendre un vol tôt le matin, elle ramenait son sac à la maison la veille au soir, puis le mettait dans une valise pour se rendre à l'aéroport. Ce détail était crucial et je devais trouver une occasion de fouiller la mallette avant son départ. J'espérais que son prochain voyage se ferait tôt le matin. J'ai délibérément choisi de rester calme et posé, ne montrant aucun signe que quelque chose n'allait pas. Lorsque les enfants sont rentrés de l'école, j'ai été occupé à diverses tâches et n'ai pas eu le temps de m'attarder sur mes soupçons. Néanmoins, le spectre de son infidélité continuait de planer dans mon esprit. Lorsque Claire est rentrée du travail, je me suis retrouvé dans une situation délicate en préparant le dîner. J'ai accidentellement renversé un plat de haricots, créant un désordre sur le sol. Le chaos résultant du nettoyage et de la gestion des activités des enfants m'a laissé une mine déconfite. Heureusement, elle n'a pas semblé remarquer de comportement inhabituel de ma part à ce moment-là. Une fois l'agitation retombée et tout nettoyé, je l'ai accueillie en l'embrassant sur la joue. Nous nous sommes assis à table, comme d'habitude, pour savourer le dîner et bavarder. Étant donné notre routine habituelle, je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait de plus en plus de soupçons au sujet de son prochain voyage. Alors? Tu pars pour un autre voyage dans quelques jours, lui ai-je demandé. Oui, répond-elle sans grand enthousiasme. C'est la même routine. Je n'ai pas hâte d'y être. Ma curiosité m'a poussé à creuser davantage. Si cela ne vous plaît pas, avez-vous envisagé de postuler pour un autre poste? Vous travaillez dans l'entreprise depuis un certain temps et vous comprenez bien les différents aspects de son fonctionnement. Je pense que vous pourriez vous adapter à presque n'importe quel poste. Elle a mentionné son désir d'acquérir plus d'expérience avant de passer à un emploi de bureau. Cependant, j'ai gentiment fait appel à sa conscience en ce qui concerne les enfants. Tu me manques vraiment quand tu n'es pas à la maison, ai-je ajouté, espérant susciter un sentiment de culpabilité. Je sais, je suis désolé, a-t-elle répondu avec sympathie. Vous me manquez tous aussi. Cherchant à obtenir plus de détails, j'ai poursuivi, alors, où allez-vous exactement cette fois-ci? Allez-vous partir dans la matinée, ce qui nous donnera l'occasion de passer un peu de temps ensemble avant votre départ? Je l'ai regardé dans les yeux, consciente que nos enfants pouvaient nous entendre, même si j'essayais de paraître normal. Mon anxiété était évidente, mon estomac gargouillait et j'avais du mal à manger. Je ne vais qu'à Danton, donc je partirai demain matin à 7h30, dit-elle. J'ai besoin de quelque chose pour me tenir jusqu'à mon retour vendredi, ajouta-t-elle d'un ton enjoué, en me faisant un clin d'œil. J'ai répondu d'une manière tout aussi enjouée, en essayant de maintenir un sentiment de normalité. À ma grande surprise, elle a rougi en réponse. Son commentaire sur le fait qu'elle avait ramené sa mallette à la maison la veille de son voyage laissait entendre qu'elle ne s'arrêterait pas au bureau avant de se rendre à l'aéroport. Étant donné son attitude apparemment sincère à propos du voyage à venir devant nos enfants et moi, on pourrait supposer que soit elle n'avait pas été impliquée dans une quelconque infidélité au cours de ses voyages. Soit elle était devenue habile à dissimuler un tel comportement. J'espérais découvrir la vérité. Lorsque j'ai examiné le contenu de sa mallette le soir précédant le voyage prévu, Claire est rentrée chez elle de bonne humeur. Elle a garé sa voiture à côté de la mienne dans le garage, comme d'habitude, et semblait visiblement excitée. Elle s'est alors demandé si son excitation était due à notre conversation ou si elle cachait un autre motif lorsqu'elle est entrée dans la maison. Comme elle n'avait pas sa mallette, elle a supposé qu'elle était restée dans la voiture. Pendant que je m'affairais à préparer le dîner, nous nous sommes installés à table. Elle me demanda nonchalamment d'aller chercher sa valise dans le garage une fois que nous aurions fini de manger. Bien sûr, répondis-je en dissimulant tout soupçon. Tu es prête pour ton voyage? Elle cherche à me rassurer, ce à quoi je réponds, oui, c'est un voyage de routine. Ma mallette est dans la voiture,
remplie de l'essentiel pour maintenir un semblant de normalité. Je lui ai demandé ce qu'elle prévoyait de faire pendant son absence. Non, a-t-elle répondu, les enfants et moi nous en tiendrons à notre routine habituelle en semaine. Nous pourrions peut-être organiser une activité familiale pour le week-end. Son enthousiasme pour l'idée était évident et j'ai répondu par une approbation sincère après le dîner. Après avoir débarrassé la table, elle m'a gentiment aidé dans la cuisine et à charger le lave-vaisselle. Pendant ce temps, je me suis aventuré dans le garage pour récupérer sa valise. En inspectant la voiture, je n'ai pas trouvé la mallette à l'intérieur, ce qui m'a amené à penser qu'elle était bien placée dans le coffre, comme prévu. J'avais déjà élaboré un plan pour y accéder plus tard. J'ai demandé avec désinvolture, « Savez-vous où se trouvent les clés de la voiture ?» Mon pneu semble perdre lentement de l'air. Jerry, à la station, peut le réparer tout de suite. Elle a semblé momentanément perplexe. Puis a sorti son sac à main et m'a tendu les clés de la voiture. Elle a suggéré d'utiliser la roue de secours, ce à quoi j'ai répondu, « Oui, c'est pour les urgences, mais nous avons amplement le temps de réparer cela correctement. » Je pense que c'est la meilleure solution. Je suis rapidement retourné au garage et j'ai emmené sa voiture à la station Jonction, qui appartient à mon ami Jerry de l'école. J'ai klaxonné pour attirer son attention et il m'a ouvert une baie de service. Jerry m'a demandé s'il y avait des problèmes à la maison et, à contre-séure, j'ai admis qu'il y en avait peut-être. J'ai ouvert le coffre, récupéré la mallette de Claire et l'ai posée sur un établi. Jerry retourna auprès de son client, me laissant le soin de fouiller méticuleusement la mallette. En explorant les poches du couvercle, je suis tombé sur un paquet qui a attiré mon attention. Il s'agissait d'un paquet ouvert de contraceptifs, dont plusieurs manquaient. Mes pires craintes se sont confirmées et j'ai discrètement remis le paquet à sa place initiale, fermé la mallette à clé et les rangé dans le coffre. Jerry, après m'avoir demandé si j'avais trouvé ce que je cherchais, est retourné à son travail, comprenant mon besoin de solitude. J'ai conduit jusqu'à une station-service où j'ai fait le plein, l'esprit rempli de gratitude pour la compréhension de Jerry. De retour à la maison, j'ai été envahi par un sentiment d'obscurité et de panique, alimenté par la colère et la frustration. J'avais du mal à comprendre comment Claire avait pu trahir notre mariage, nos enfants et moi-même de cette manière. En entrant dans la maison, j'ai entendu de la chambre que tout était résolu, juste un petit problème avec un clou. Claire m'a remercié et a continué à éviter le contact visuel. Je suis allé chercher une bière dans la cuisine, puis je me suis installé dans la salle familiale avec les enfants, qui étaient absorbés par une émission de télévision. Claire nous a rejoints et, en la regardant, je n'ai pu m'empêcher de ressentir une profonde tristesse. Notre famille, autrefois heureuse, était en train de s'éloigner. À accent grave ma grande surprise, Claire s'est rapprochée de moi et s'est blottie contre moi. Elle a murmuré, « Es-tu prêt pour ce soir ?» J'ai répondu, « Je pense que oui, mais j'ai mal au ventre. » Claire a réagi avec sympathie, « Oh, c'est dommage, chérie. » J'ai passé mon bras autour de ses épaules, en proie à des sentiments contradictoires malgré sa trahison. Lorsque nous avons mis les enfants au lit ensemble, je n'ai pas pu m'empêcher de la regarder, sachant qu'au matin, elle ne serait plus là. Leurs jeunes esprits étaient habitués à ces fréquents déplacements, de sorte que leur malaise était minime. Cette nuit-là, nous avons fait l'amour, mais sans la passion habituelle. Claire m'a demandé si mon estomac me gênait toujours, ce que j'ai confirmé à contre-séure. J'aurais aimé que tout cela ne soit qu'un cauchemar. J'ai demandé, « As-tu vraiment besoin de faire ce voyage ?» Elle m'a répondu, « Je suis désolé, chérie, mais c'est nécessaire. Je ferai de mon mieux pour rentrer à la maison dès que je le pourrai. » Le cœur lourd, j'ai soupiré et j'ai dit, « Bon, chérie, il est temps d'aller dormir. Tu as un vol très tôt. Je vais prendre une douche rapide. » D'accord, ai-je répondu alors qu'elle entrait dans la douche. Une impulsion m'a poussé à inspecter sa valise et à voir ce qu'elle avait emporté. Bien que les vêtements semblaient à première vue professionnels, un examen plus approfondi a révélé une sélection de sa lingerie la plus séduisante et une petite robe de cocktail noir dans laquelle elle était toujours irrésistible. Respectant son espace personnel,
je remettais soigneusement tout à sa place, fermais la valise et retournais me coucher. Cette nuit-là, le sommeil m'a échappé. Lorsque j'ai entendu Claire s'agiter vers 5 heures du matin, j'ai choisi de rester au lit, renonçant à notre routine habituelle de lui dire au revoir. Alors qu'elle se penchait pour m'embrasser sur la joue avant de partir, elle m'a demandé « Tu ne te sens toujours pas bien, chérie ?» J'ai simplement hoché la tête, m'efforçant d'exprimer l'agitation qui régnait en moi alors que j'entendais la porte du garage se refermer. Finalement, je suis sorti du lit et je me suis dirigé vers la douche, sachant que la journée à venir serait remplie de défis. Après avoir envoyé les enfants à l'école et pris mon petit déjeuner, j'ai consulté l'annuaire pour trouver des services de détective privé. Mon premier critère, en parcourant les pages jaunes, était de trouver une agence présente dans tout le pays, de préférence dans la ville où Claire se rendait. J'ai contacté plusieurs agences et j'en ai finalement trouvé une qui avait une succursale dans la région de destination. J'ai pris rendez-vous avec elle pour le matin même, en espérant qu'elle puisse me fournir les informations nécessaires. L'étape suivante consistait à trouver un avocat spécialisé dans le divorce. Un ami m'avait recommandé un avocat en particulier, j'ai donc trouvé ses coordonnées et je l'ai appelé. Nous avons convenu d'un rendez-vous pour l'après-midi, dans l'espoir que cet avocat puisse me guider dans la procédure difficile qui m'attendait. En arrivant au bureau du détective privé, je lui ai fait part de mes inquiétudes et je me suis arrangé pour qu'il surveille Claire le soir de son absence. Je leur ai fourni une photo de Claire et les détails de son itinéraire pour les aider à l'identifier. Ils m'ont assuré qu'ils rassembleraient des photos et rédigeraient un rapport sur ses activités. Ils ont accepté d'envoyer ces informations par courrier électronique à leur bureau de Danton dès la fin de sa journée de travail, promettant de fournir un rapport complet pour le lundi matin. Satisfait de leur engagement, j'ai versé un acompte substantiel pour leur service. Ils ont mentionné qu'ils ne seraient peut-être pas en mesure de prendre des photos, mais qu'ils s'efforceraient de fournir autant de photos incriminantes que possible. Ce que j'ai accepté. Mon rendez-vous de l'après-midi avec l'avocat s'est déroulé comme prévu. Il m'a expliqué que dans notre État, le divorce suit le principe de l'absence de faute, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire d'attribuer des responsabilités. Toutefois, étant donné que c'est moi qui m'occupe principalement de nos enfants, il est probable que la garde me soit accordée. Claire bénéficiera d'un droit de visite important et nos biens seront divisés en parts égales. Une pension alimentaire, bien que non nécessaire en raison de nos revenus similaires, serait imposée en raison de ma garde des enfants. J'ai demandé à l'avocat de préparer les documents nécessaires à remettre à Claire le lundi, en invoquant des différences irréconciliables. Je lui ai également demandé de quitter notre maison immédiatement après notre divorce, une demande que l'avocat a confirmé que j'avais le pouvoir de faire en tant que tuteur des enfants. Il a été décidé qu'une fois que les enfants auraient atteint l'âge de 18 ans, nous vendrions la maison et que le produit de la vente serait partagé entre nous. En quittant le bureau de l'avocat, j'ai ressenti un sentiment de satisfaction, réalisant que la vie allait avancer pour moi et les enfants, tandis que Claire devrait faire face aux conséquences de sa trahison. Je n'ai pas pris de mesures immédiates concernant nos finances, nos assurances et d'autres questions juridiques, pensant que j'aurais suffisamment de temps pour régler ces problèmes après lui avoir signifié les papiers du divorce. Compte tenu de son héritage, je pensais qu'elle n'aurait pas à se préoccuper de sa part de notre épargne commune lorsqu'il s'agirait d'aller à l'école. En conclusion, je suis rentré chez moi pour prendre le bus le vendredi après-midi lorsque Claire est revenue. Je lui ai gentiment proposé de s'occuper de son linge, mais elle a poliment refusé, insistant sur le fait qu'elle s'en occuperait plus tard. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire, reconnaissant l'espièglerie dont j'avais fait preuve au fond de moi. Je comprenais parfaitement pourquoi elle préférait s'occuper elle-même de la lessive. Car il était crucial pour elle de dissimuler à tout prix ses aventures extra-conjugales. Plus tard, alors que nous étions au lit, Claire s'est inquiétée de mes problèmes d'estomac et m'a suggéré de consulter un médecin. Cela durait depuis trop longtemps, a-t-elle remarqué. J'ai répondu à Claire de manière ludique, en lui faisant savoir que j'avais l'intention d'essayer un nouveau médicament recommandé par un ami pour traiter mes problèmes d'estomac persistants. J'ai exprimé mon optimisme quant au fait que cela résoudrait le problème et qu'elle me reviendrait bientôt. Lorsque nous nous sommes embrassés, elle m'a murmuré que je lui manquais beaucoup. Le lundi,
Alors que les enfants partaient à l'école et que Claire se rendait au travail, j'ai reçu un appel de l'agence de détective m'informant qu'un rapport était prêt. Je leur ai dit que j'arriverais bientôt et, dans les 30 minutes qui ont suivi, j'étais assis avec le chef de bureau pour discuter des détails. Le chef de bureau m'a informé qu'un rapport avec des photos jointes avait été faxé depuis Danton. Ce matin-là, il a admis qu'il n'avait pas eu le temps de lire le rapport dans son intégralité, mais après une lecture rapide et un coup d'œil aux photos, il semblait très incriminant. J'ai pris une copie du rapport et j'ai commencé à en lire le contenu. L'objet du rapport était identifié comme étant Claire Barton. Selon le rapport, la surveillance de la femme a commencé à 17h17 le mercredi 16 juin, dans le hall de l'hôtel Danton Marriott. Son identité a été confirmée par la comparaison d'une photo obtenue auprès du bureau de Merville. Après un examen plus approfondi du rapport, il s'est avéré qu'elle portait un badge de l'entreprise, ce qui a confirmé son identité. Le rapport détaille les mouvements de l'intéressée, précisant qu'elle portait une mallette lorsqu'elle est entrée dans l'ascenseur. Un membre du personnel l'a accompagnée et a vérifié son arrivée dans la chambre 414 à 17h23. Il est important de noter que le rapport souligne que le sujet était seul à ce moment-là. En outre, le rapport inclut une photographie étiquetée pièce à conviction 1A, montrant le sujet habillé de manière professionnelle avant d'entrer dans la chambre. En regardant la photo, il est clair qu'elle portait encore ses bagues. De toute évidence, la photo a été prise discrètement à l'aide d'un téléphone portable. Le rapport indique que les agents ont loué une chambre en face de celle du sujet à 18h31. Ils ont reçu un signal indiquant que le sujet avait quitté sa chambre et se dirigeait vers l'ascenseur une minute plus tard, à 18h32. La personne est sortie de l'ascenseur et est entrée dans le hall d'entrée, comme l'indique le rapport. Elle était notamment vêtue conformément à la description fournie dans l'exemple 1B. Après un examen plus approfondi de cette tenue, il est apparu qu'elle portait une robe de cocktail noire élégante, complétée par des chaussures à talons hauts. En outre, elle portait un collier que je lui avais offert lors de la célébration de notre 10e anniversaire. Cependant, ce qui ressortait le plus, c'était l'absence de ses alliances. Une photographie a clairement révélé qu'elles étaient absentes de sa main gauche. Le rapport précise qu'une minute plus tard, à 18h32, le sujet a quitté l'ascenseur et est entré dans le hall. Elle est restée habillée comme indiqué dans l'exemple 1B. On a pu constater que Claire portait une petite robe de cocktail noir et des chaussures à talons hauts. Elle portait également le collier que je lui avais offert lors de notre 10e anniversaire de mariage. L'observation la plus frappante reste l'absence de son alliance à la main gauche, comme le montre la photographie. La pièce 1D représente une photographie de Claire et d'un homme s'embrassant passionnément, étroitement enlacés dans une cabine à 20h51. Le rapport indique ensuite que les deux personnes ont quitté le restaurant, pris l'ascenseur et sont montées à l'étage de Claire. Une autre photographie, appelée pièce à conviction 1E, montre le moment où Claire et l'homme sont entrés dans sa chambre. Plus précisément dans la chambre 414. Claire semble quelque peu enivrée mais indéniablement satisfaite des événements de la soirée. À 23h13, l'homme quitte la chambre de Claire et sort du bâtiment. Le rapport mentionne même le numéro de plaque d'immatriculation d'une voiture immatriculée au nom d'Alexander B. Tate, domicilié au 1424 Aelia Drive à Danton. Alexander B. Tate est marié et père de 2 jeunes enfants. En approfondissant les détails du rapport, il est apparu clairement que Claire avait répété ses actes la nuit suivante avec un autre homme. Le rapport portait la signature d'un enquêteur de Danton, ce qui m'a plongé dans une profonde anxiété et un grand ressentiment. Il était désormais évident que mon épouse avait mené une vie de débauche pendant son absence, une trahison qui dépassait mes pires espérances. Même la perte de ses alliances ne semblait pas la dissuader de son imprudence. Après avoir réglé la facture avec le détective privé, j'ai exprimé ma gratitude et je suis parti, en m'assurant d'avoir 2 copies supplémentaires du rapport sur un CD pour les conserver. De retour chez moi, je n'ai pas perdu de temps et j'ai immédiatement contacté mon avocat spécialisé dans les divorces pour m'enquérir de l'état d'avancement des documents de divorce. L'avocat m'a confirmé qu'ils étaient prêts à être déposés et, sans hésiter, je lui ai demandé d'entamer la procédure de dépôt.
j'ai demandé expressément que les documents soient signifiés à Claire sur son lieu de travail le lendemain, dans le but de l'humilier au cours de la procédure judiciaire. Cette action ne satisfaisait pas seulement mon désir de vengeance, mais servait aussi de justice pour ses actes. Ce soir-là, l'amour entre nous s'est évaporé. Claire semblait sentir que quelque chose n'allait pas, bien qu'elle n'ait pas exprimé directement ses inquiétudes. Elle a exprimé l'espoir que je me rétablisse rapidement et s'est montrée quelque peu réservée. J'ai choisi de l'ignorer et de continuer. Le lendemain matin, après une nuit de sommeil agité, je me suis plongé dans le travail sur l'ordinateur jusqu'à ce que les enfants se réveillent. Je leur ai préparé le petit déjeuner et j'ai dit au revoir à Claire qui partait au travail. Alors que je refermais la porte derrière elle, ses yeux se sont mis à pleurer et elle a murmuré « Je t'aime », ce qui m'a profondément attristé. Mais je me suis vite ressaisi, car les enfants avaient besoin de mon attention. Vers 10h45, le téléphone a sonné, affichant le lieu de travail de Claire sur l'écran d'identification. J'ai répondu à l'appel en silence, et à l'autre bout du fil, une voix tremblante appartenait à Claire. Elle a dit « Je suis désolé », et peu après, la ligne est devenue silencieuse, et je le suis resté. Claire n'est pas rentrée chez elle ce soir-là, et je me suis demandé si elle avait continué son jeu de dupe, apparemment indifférente à son mari. Tout en reconnaissant le bien-fondé de ma colère, je me demandais si je n'avais pas été trop sévère. Les enfants, découragés par l'absence de leur mère, se demandaient où elle était. Je les ai invités à dîner dans un café McDonald's et, à notre retour, les enfants, épuisés, sont allés directement se coucher. Le lendemain matin, Claire m'a appelé pour me demander quelque chose. « Chérie, je peux rentrer à la maison et faire mes valises. On peut parler ?» Sur le coup, un sentiment de culpabilité est monté en moi, mais il s'est vite dissipé. J'ai répondu calmement, « Pourquoi ne viendrais-tu pas entre 9h et midi ? Les enfants et moi ne serons pas là. En ce qui concerne notre conversation, je vous parlerai en tête-à-tête dans le bureau de mon avocat. Ce n'est qu'après que tu auras signé, notarié et renvoyé les documents du divorce que j'écouterai ce que tu as à dire. » Il y a eu un sanglot au bout du fil avant que Claire ne réponde « Bien ». Peu après, le téléphone est redevenu silencieux. Elle a signé les papiers du divorce et, 6 mois plus tard, notre mariage a officiellement pris fin. Il a été révélé que Claire était tombée enceinte pendant sa liaison, et que ses tentatives pour le cacher à son dernier amant avaient échoué. Même si je n'avais pas découvert son infidélité grâce aux bagues perdues, la vérité aurait probablement fait surface. Finalement, des rumeurs sont apparues selon lesquelles elle avait recommencé à sortir avec quelqu'un d'autre. Si elle était à nouveau sur le point de se marier, j'envisageais d'avertir honnêtement son futur conjoint de son infidélité. Nous nous sommes rencontrés dans le bureau de mon avocat, où je lui ai fait part de mes réflexions. Elle m'a supplié de reconsidérer la décision de divorce et m'a dit qu'elle avait consulté un psychologue qui lui avait diagnostiqué une nymphomanie. Elle m'a assuré que ses pulsions étaient désormais sous contrôle, mais que la confiance avait été brisée. Malgré ces explications, j'ai exprimé mon mécontentement, expliquant que ses assurances de maîtriser ses pulsions n'étaient pas suffisantes. Le fait qu'elle n'ait pas demandé de l'aide plutôt indiquait un manque d'effort proactif de sa part. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser que si elle s'était attaquée à ses envies dès le départ, elle aurait pu éviter la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Lorsque j'ai quitté le bureau de l'avocat, elle continuait à pleurer. Récemment, j'ai repris contact avec un ami d'école qui m'avait tenu au courant de sa vie. Il m'a dit qu'elle fréquentait la boîte de nuit où il travaillait plusieurs week-ends, souvent en compagnie d'autres hommes et en se comportant de manière provocante. En apprenant cela, j'ai été profondément blessé, réalisant le type d'influence que mes enfants subissaient de la part de leur mère irresponsable. J'ai pensé qu'elle ne s'était peut-être jamais complètement remise de sa nymphomanie. Pour ajouter à mes inquiétudes, une amie de Claire m'a contacté pour m'informer de la détérioration de son état de santé. Elle m'a révélé que mon ex-femme avait contracté l'herpès et qu'elle avait désespérément besoin d'aide. Malgré ma sympathie, je lui ai fait comprendre que je ne pouvais pas l'aider ni soutenir le mode de vie qu'elle avait choisi et les risques sanitaires qui en découlaient. J'ai recommencé à sortir avec des hommes et, semble-t-il, j'ai trouvé quelqu'un de spécial. Cette femme,
qui a à peu près mon âge et qui a également divorcé à la suite de l'infidélité de son ex-mari, possède une force et une résistance remarquables. J'admire profondément ces qualités chez elle. Il semble que mes enfants l'apprécient également. Je pense que notre relation progresse naturellement et que ce n'est qu'une question de temps avant que je n'envisage de passer à l'étape suivante.